Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Olivier. Olivier est gérant chez The Corner Shop, un magasin spécialisé dans la vente de matériel de kitesurf, surf ou encore paddle. Après une enfance en région parisienne et un parcours étudiant plutôt classique, Olivier décide il y a 4 ans de quitter son CDI dans le conseil pour se consacrer à sa passion, le kitesurf. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a pris la décision de quitter ce job confortable, sa reconversion qui s'est faite de manière assez naturelle, puis comment il est passé de simple salarié à gérant d'une entreprise en plein essor. Nous parlons aussi de sa passion pour le kite, de son besoin de liberté et de son quotidien chez The Corner Shop. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation. Salut Olivier. Salut Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Alors Olivier, tu es depuis 4 ans gérant du magasin The Corner Shop à Clichy, un magasin spécialisé dans la vente de matériel de kitesurf, wakeboard, surf et paddle. Mais tu es avant tout un vrai passionné de kitesurf. Alors j'ai vu que tu étais né et que tu avais grandi en région parisienne. Et la première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on devient passionné de kitesurf quand on grandit en région parisienne ? Alors c'est assez simple, c'est vrai que j'ai eu la chance de passer pas mal de temps de vacances au bord de la mer, en Normandie, en Bretagne, en Aquitaine. Et au fil des années, c'est vrai que la passion de la mer, au sens large, est venue. Et qui ensuite, d'année en année, au moment de l'adolescence, j'ai pu faire pas mal de voile. Et j'ai vraiment pu développer cet attrait de la mer. Mais sans jamais me dire que j'allais en faire mon métier ou quoi que ce soit. Et puis il y a un moment où il y a eu ce renversement qui en a fait On mon va en métier. parler justement. Tu as eu un parcours étudiant qui te destinait pas forcément à ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fait un bac S, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu étais plutôt matheux. Plutôt matheux, ouais, exactement. Ouais. Et après, tu t'es dirigé dans une école d'ingénieur ? J'ai fait le cursus que logique, enfin pas logique, mais facile quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc j'ai fait le bac S, s'en est suivi une prépa et une école d'ingénieur, sans savoir où j'allais. Après, j'ai fait 5 ans dans le conseil, mais ça, on y viendra un peu plus tard, je pense. Donc, en gros, voilà, le cursus facile où il n'y a pas forcément de décision à prendre. En tout cas, pas de décision qui donne une vraie direction à sa carrière. Et donc suite à ça, j'ai fait 5 ans dans le conseil. Ouais. Et comment c'était de travailler 5 ans dans le conseil ? Tu faisais quoi exactement ? C'est une période de ma vie pour le coup que j'ai pas du tout de regrets. J'ai vraiment aimé. J'ai pas fait ce virage par dégoût de quoi que ce soit. J'ai juste fait ce virage parce qu'à un moment la vie a fait que. Mais non, j'en garde un super souvenir. Tu faisais du conseil dans quoi exactement ? J'étais en organisation bancaire. D'accord. Donc en gros, j'ai accompagné un projet de transformation chez plusieurs banques françaises. Et donc ça a été 5 ans très sympas où au final j'ai rencontré des personnes vraiment intéressantes avec des problématiques très intéressantes, un cadre de boulot vraiment top. Donc non, j'en garde des bons souvenirs. Après c'est plus au niveau où je sentais qu'il fallait que je prenne un peu plus mon envol et que je voulais pas rester dans ce système d'échelon, de système très cadré, quoi. Et j'avais besoin d'un peu plus de liberté de mouvement. C'est pour ça que j'ai fait ce virage. Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que ça soit le moment de partir ? Je pense que justement, c'est complètement lié au kite, dans le sens où ça a été j'ai commencé le kitesurf en 2009-2010, puis au moment où je commençais mon job de conseil. Et donc j'ai pu lier vraiment ma vie pro au kitesurf, parce qu'au final, comme je revenais tous les lundis bronzés, c'est vrai que beaucoup des conversations tournaient autour de ce que j'avais fait le week-end, pourquoi j'avais la tête toute bronzée et le cou complètement blanc parce qu'on était en combi. Et c'est vrai que beaucoup des conversations tournaient autour de ça.
Et au bout de la 5e année, quand on se rend compte que toujours les conversations tournent autour de ça, on se dit waouh, au final, c'est peut-être un peu. Ça prend une place plus importante que ce que j'imaginais à la base. Et se rendre compte qu'au final, on peut vivre d'autres choses que juste la banque, les assurances, ce qu'on nous inculque un peu en école d'ingénieur et en école de commerce, je pense. Donc, de se rendre compte qu'il y a des boulots parallèles. Mais de toute façon, ça a fait pas mal d'articles aussi depuis quelques années où les gens se rendent compte qu'ils Ils ont besoin de plus de sens dans ils ont leur besoin de vie. plus de sens. Et puis des boulots existent. Et puis on revient un peu à l'essentiel, je pense. Donc pas mal de gens ont fait le même virage que moi, pas forcément dans le sport, mais dans l'alimentaire, d'aller réouvrir des épiceries, du monoproduit, pas mal de gens commencent à se lancer Ouais, c'est là-dedans. sûr. Et toi, du coup, comment la transition s'est faite? Alors au final, j'ai ouvert en parallèle de mon job, j'avais ouvert un site de photos dans Ok. les sports de glisse, qui a pas très bien marché, qui a pas marché, mais bon, c'était pas le problème. Et au final, je l'ai ouvert en parallèle de ma fin de boulot de conseil. Et donc en avançant de fil en aiguille, je me suis aperçu que à un moment donné, il a fallu faire un choix où j'allais soit aller dans une formation de moniteur de voile à Concarneau, soit j'ai eu une offre dans un magasin de kite à Clichy. Mais à ce moment-là, tu avais déjà pris la décision de quitter ton Ouais, job? ouais. C'était en gros oui. J'étais en cursus Ah oui, pour m'en ok. aller de mon job. Ce que je voulais, c'était, je voulais tenter au moment de décider de quitter mon job, c'était pour tenter la création d'entreprise Mhm. avec le site de photos. D'accord. Donc l'idée, c'est que j'ai fait en parallèle ce site de photos et le processus pour quitter ma boîte, pour me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Mais ça a été dur de prendre cette décision, justement de Non, quitter, non? Parce qu'en général, ça non, fait peur justement de se dire, bon, ok, je vais quitter ma zone de confort, un salaire régulier, etc. Surtout dans dans le conseil, voilà, où tu as quand même une carrière qui est toute tracée. Du coup, de se dire qu'on arrête ça et d'aller sur un domaine qui est complètement différent. bah, alors non, la transition a pas été évidente. Après, je vais pas expliquer parce que ça serait trop long. Mais non, la transition a pas été évidente parce que forcément, oui, c'est des entreprises qui tiennent beaucoup aussi par le confort de salaire, Mm. par le confort de vacances. Et Mm. donc non, la transition a pas été évidente, mais elle s'est faite un peu naturellement sans que je me pose cette question-là de comment je vais vivre, etc. D'accord. Donc au final, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'aides qui permettent de Ouais. créer des entreprises. Donc on a la chance de pouvoir un peu compter dessus. Et donc je me suis pas... Non, la transition, elle a duré 1 an. Donc ça s'est pas fait Mm. du jour au lendemain où je me suis levé un matin et j'ai tout fait pour quitter. Et ça a été long, ça a été pas mal de questionnements, mais pas dans la douleur, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Ok. Et du coup, donc, tu as potentiellement cette formation de moniteur en Bretagne, c'est Alors ça? non, Moniteur de voile? au final, je l'ai pas fait. Ok, tu te poses la Vu question que quand même. voilà, exactement, je me suis posé la question et j'ai eu cette offre avec la personne chez qui j'achetais mon matériel de kite et qui m'a dit bah écoute, si tu veux, je cherche quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai dit ok. J'avais 3 mois à tuer entre le début de la formation et Ah, tu t'étais quand même inscrit à la je m'étais inscrit, formation, ouais, je m'étais d'accord. inscrit. Et au final, au bout d'un mois où j'ai travaillé dans le magasin, j'ai fait bon ben ok, ça liait à peu près tout ce que j'aimais, c'est-à-dire ça liait le côté où il n'y avait pas de limite dans l'entrepreneuriat, je faisais ce que je voulais. J'avais aucune limite qui était donnée par mon patron à cette époque-là, il me laissait tout faire. J'avais le cadre d'une entreprise sans avoir les contraintes du cadre. C'est que, en gros, j'étais salarié, mais je pouvais faire tout ce que je voulais. Et c'était lié au kitesurf, bien Mm. entendu. Et puis il y a eu le côté business qui, je pense, pourquoi est-ce que je suis pas allé dans le moniteur de voile? Parce qu'au final, je pense qu'il y avait ce côté business qui me manquerait Mm. si je devenais moniteur, qui m'avait déjà manqué par le passé quand j'avais pu faire des 6 mois en Australie en tant que moniteur. C'est vrai que j'avais adoré ces 6 mois, mais il me manquait quelque chose. Tandis que là, je regroupais tout, quoi. Je regroupe le côté business, le côté passion, le côté faire évoluer une entreprise, tant au niveau
chiffre d'affaires, mais ça, à la limite, c'est même pas le sujet. Et au niveau organisationnel, quoi, comment mieux servir le client, avoir des problématiques d'internet, avoir des problématiques magasins, etc., etc. Parce que ton boulot consistait, enfin, il te proposait un boulot qui consistait vraiment à intégrer toutes ces dimensions-là. C'était pas Oh, uniquement du conseil en magasin. au début, le boulot intégrait rien. C'est-à-dire qu'ici, Ok. il intégrait vendeur. D'accord. Après, Ok. c'était à moi de. On n'était que deux, on avait un magasin qui tournait, c'était à moi de. C'était à nous Hmm. d'essayer de faire développer le magasin tel qu'on le concevait, quoi. Il y avait pas c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait pas, il y a pas de borne, quoi. Il y a pas de bornage, il y a pas de direction. C'est à nous de créer la direction. Donc moi on a assez vite pris la direction de Internet Mhm. en parallèle du magasin. Donc il a fallu mettre tout un tas d'organisations en route pour parce que la complexité de notre métier aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire vivre un site internet qu'on voit partout en France. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard quand on parlera vraiment du magasin. Mais voilà, donc en gros, c'était j'ai vraiment trouvé tout ce que je voulais pour mon job, quoi. La liberté, pas de limite, pas de borne, pas de direction donnée, on va où on veut. Et comment tes proches ont réagi quand tu leur as dit, bon, bah voilà, je quitte mon CDI pour aller travailler dans un magasin de kitesurf? Eh ben très bien. Ouais. Ah bah c'est bien, c'est rare. Ouais, non, non, il y a eu aucune pression, non, non, il y a eu que de l'accompagnement. Euh, Bah, de façon, ouais, je pense que mes parents ont considéré que leur job était fait depuis longtemps Hmm. et que maintenant c'était à moi de prendre mes décisions et ils m'ont plutôt soutenu et accompagné dès le début. Ouais. Non, non, j'ai pas eu à. Je me T'as pas rappelle, eu à convaincre. j'ai pas eu à Hmm. convaincre, ouais. J'ai juste eu à expliquer le cheminement, mais non, non, je me rappelle pas avoir eu la goutte de sueur au moment d'aller leur expliquer quoi que ce soit, non. Donc, non, ouais, très, très cool à ce niveau-là. Justement, t'es arrivé donc en tant que vendeur donc, chez The Corner Shop. Comment se sont passés tes premiers jours? Ça t'a pas fait bizarre le fait de se dire, ça y est, c'est ma nouvelle vie, maintenant c'est mon nouveau boulot. Bah, au début j'y allais dans un mode De de dé- transition en Ouais. me disant, bon, donc au final, pareil, c'est dur de réexpliquer vraiment. Hmm. Il n'y a pas eu il y a pas eu de transition abrupte. Ça s'est fait de manière très lisse. Donc, au début, bah, je me suis monté en compétences. Je connaissais que le côté euh, pratiquant. Je Hmm. connaissais pas du tout le côté professionnel. Je connaissais pas les fournisseurs. Je savais pas ce que c'était que le commerce à proprement parler. Je savais pas les problématiques qui entouraient le magasin, de stock, de Hmm. trésorerie, de payer, de se faire payer, etc. Donc j'ai tout appris et après j'ai appris le côté vendeur, mais non, non, j'ai juste vu que je vivais avec quasiment un tiers de moins de salaire Ouais. qu'avant. Ça a été ça la transition, mais Et ça, t'as jamais regretté justement quand t'as eu tes non, premières payes, tu t'es jamais dit, oh là là, pas comment une je vais seule faire, seconde. non? Non, non. Non, parce que c'est ce que j'essaye de me dire dans ma philosophie de vie, c'est je vivrai toujours avec ce que j'aurai à la fin du Hmm. mois. Donc après, oui, si demain j'ai le double, je vivrai avec le Hmm. double, mais je pense que déjà, je suis pas quelqu'un qui met réellement beaucoup de côté. Hmm. Mais par contre, si je vis avec moi, je sais que je réussirai à vivre avec moins. Donc si demain on m'enlevait encore un peu de salaire, je pense que je réussirais aussi bien à vivre. Donc non, Hmm. il n'y a pas de. J'ai pas ce problème de me dire il faut à tout prix que dans 2 ans je sois au double ou au Hmm. triple. Non, non. Mais voilà, il a fallu changer un peu d'habitude. Mais non, non, il n'y a pas eu de problème De travailler le samedi aussi. Ouais, Ouais. alors si, ça a été le gros sujet. Parce que c'est un rythme. C'est un rythme qui est compliqué à prendre, qui est limite facile à prendre au début, mais quand on rentre au bout de 3, 4, 5 ans qu'on a ce rythme-là, qu'on a la famille, qu'on a sa femme, euh, c'est un rythme qui va être compliqué et je pense qu'il va devenir de plus en plus compliqué avec les années à venir. Hmm. Donc ça, c'est un problème. C'est pas un sujet qui va se résoudre, c'est Ouais. un sujet qui va s'amplifier. Et donc ça, c'est un des challenges à voir dans les prochaines années. Ouais. Et en quoi consiste ton boulot aujourd'hui chez The Corner Shop et comment il a évolué depuis que tu es arrivé pendant ces 4 ans?
Alors, je dirais que ça a été le cheminement de passer de simple salarié vendeur à gérant d'entreprise. Donc, on va dire que là, ça s'est fait en 2-3 ans. On va dire que j'ai repris en charge à peu près une très grosse partie de The Corner Shop au bout de 2-3 ans. Bah, comment dire, on prend les problématiques les unes après les autres. Au final, l'avantage, c'est qu'en plus, on peut prendre les problématiques qu'on aime en premier. Après, on est obligé de tout prendre au bout d'un moment, et donc il y a des problématiques qu'on aime moins. Moi, j'ai été assez vite intéressé, et puis ça se complétait pas mal avec le gérant de l'époque, Vincent. J'ai assez vite pris le lead sur le web. Ouais. Donc au début, j'ai pris toute la formation de vendeur en magasin. Ensuite, j'ai commencé à prendre le lead sur le site web. Donc, comment réussir à juste faire d'un site qui était moyennement géré en termes de stock, en termes de visibilité, en termes de tri, en termes Parce que vous, c'est un d'arborescence. e-shop. C'est un e-shop, exactement. Et ça demande énormément de boulot. Faut se rendre compte qu'en gros, c'est comme un magasin physique, quoi. Si c'est pas rangé, les gens s'y retrouvent pas. Donc il faut le ranger tous les jours. Et j'ai pris le lead là-dessus. Ensuite, j'ai commencé à prendre aussi le lead sur les factures d'achat, commencer à payer les fournisseurs, à faire les plans d'achat à 6 mois, sachant qu'on achète globalement 6 mois en avance toutes les précommandes. Donc ce qui arrive pour l'été en mars, on l'achète en septembre, etc. etc. Donc au final, j'ai pris... c'est une maison avec différentes briques, et chaque sujet a ses briques. Les achats fournisseurs, les ventes clients, le site web, la gestion avec la banque, la gestion des salariés, faire payer les salaires, etc. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés ? Aujourd'hui, on est 2,5. D'accord. On est 2 associés et avec un salarié à mi-temps. D'accord, ok. Et l'idée, c'est d'arriver l'année prochaine, à fin 2019, à 4 salariés en temps plein. Ah oui, ok. Donc là... et on y reviendra après, mais on a eu quelques projets en 2018 assez sympas. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? donc en gros, ça fait depuis, au bout de 2 ans et demi dans The Corner Shop, j'ai commencé à chercher un local pour s'agrandir. Faut savoir qu'on était dans un 80 mètres carrés depuis, il y a eu Force 8 qui était magasin de planches, qui a été transformé en magasin de kite avec The Corner Shop en 2007. Et donc depuis 2007, on était dans le même local, dans 80 mètres carrés. Et on commençait, depuis que je suis arrivé, enfin même avant que j'arrive, on poussait déjà bien les murs. Et d'année en année, on les poussait encore plus. Et il y a un moment où ça passait plus. Et il a fallu commencer à trouver autre chose de plus grand si on voulait continuer notre expansion. Donc 2 ans et demi de recherche, et on a trouvé un local, un ancien hangar industriel. C'était une ancienne carlerie, un entrepôt de carrelage des années 1900. Donc c'est vraiment un bâti qui a énormément d'histoire. Et qui n'avait quasiment pas bougé depuis les années 1970-80. Donc on a dû refaire à neuf entre janvier 2018 et mai 2018 pour déménager cette année. Mi-mai, on s'est installé dans les nouveaux locaux. Beaucoup plus grand, spacieux, avec une hauteur sous plafond, vraiment d'un type loft industriel, quoi. Ouais, ça vous change la vie, là. Ça change la vie, ouais. Là, ça fait 4 mois qu'on est au top. On peut recevoir déjà beaucoup plus... la réception client est beaucoup plus intéressante, le client est beaucoup plus heureux de venir, il voit qu'il y a c'est une vraie expérience client qu'on n'avait pas forcément avant, du fait de la taille du magasin. Et donc ça va faire 4 mois qu'on y est, et voilà, maintenant l'idée c'est qu'on a un peu sécurisé la transition, parce que c'est toujours des transitions un peu compliquées. Il y a le déménagement, il y a le fait de récupérer un peu plus de stock pour pas que le magasin paraisse vide. Donc il y a un peu les travaux à payer. Voilà, donc c'était une année un peu compliquée au niveau humain et financier. Et là, le but, c'est que l'année prochaine, on agrandisse tout ça et on transforme l'essai. Ça fait longtemps que tu fais du kitesurf ? Tu as dit Ça tout à l'heure fait depuis 2009. Ça fait une petite dizaine d'années là. Et du coup, tu en fais en Bretagne principalement, c'est ça ? Non, alors les Parisiens ont une grosse pratique en Normandie et Picardie, là où c'est le moins loin, à 2 heures de Paris. Et après, on en fait. L'avantage du kite et surtout de la pratique parisienne, c'est de bouger un peu partout dans le monde. Vu que l'une des raisons pourquoi le kite s'est vraiment développé, c'est le fait que ce soit beaucoup plus facile à transporter dans l'avion. Donc c'est vrai que maintenant, on en fait
dans les Caraïbes, en Afrique du Sud, au Brésil, en Asie, en Australie. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment bouger là où les alizés et les vents se trouvent en fonction du moment de l'année. Et on voit toute la clientèle parisienne, c'est marrant parce qu'on a les périodes, en gros, on va avril, mai, juin, on sait que tous les clients qui viennent, ils partent à Darla au Maroc. Là, en ce moment, c'est le Brésil. En septembre, octobre, novembre, c'est le Brésil. Donc il y a vraiment tout un rythme du kiter parisien qui se déplace un peu partout dans le monde. Mais en France, moi, à titre personnel, c'est vraiment Normandie, Picardie, un peu la Bretagne. Et après, je me déplace Maroc, Brésil et Caraïbes. Et justement, en tant que passionné, tu n'as pas envie d'aller habiter au bord de la mer pour pouvoir pratiquer tous les jours? Alors bah moi je suis un produit parisien, enfin un Ouais. produit Île-de-France. Donc oui ici bien sûr ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui c'est vrai que tous mes amis sont à Paris. Mm. J'ai cette passion de la mer que j'arrive à vivre à travers mon job, même si je suis pas au bord de l'eau tous les jours, mais au moins j'ai cette proximité avec la mer par mon job. Donc non, aujourd'hui j'ai trouvé l'équilibre qui me va très bien à Paris, que j'avais pas avant de me lancer dans cette histoire de magasin, mais que j'ai complètement aujourd'hui, ouais. Donc puis avec le wakeboard, on arrive quand même à pratiquer. Aujourd'hui il y a une expansion des wake parks. Ouais, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus, et même à côté de Paris, justement, en Ouais, là, Île-de-France. exactement. Aujourd'hui, il y en a 5 6 7 en Île-de-France à moins aller d'une heure et demie de voiture. Donc c'est vraiment un sport qui se développe vachement. Et en gros, donc ça fait partie d'un. Parce qu'on là, on parle beaucoup du kite parce que c'est ce qui Mm. m'a amené à aller dans The Corner Shop. Mais en gros, le magasin a, quand même, a le wakeboard, le kitesurf, le surf et le stand-up paddle. Et donc, on réussit avec ces quatre pratiques globalement à en faire d'une part toute l'année. D'une part, un peu n'importe où, que ce soit à 20 minutes de chez nous ou à 2 heures un partout dans le monde. Donc on arrive vraiment à cumuler notre pratique, à faire un peu de tous ces sports où on veut, quand on veut, quel que soit le moment de l'année. Et tu as vu une augmentation de la demande, justement, de ces sports-là, une augmentation de la clientèle, The Corner Shop, Alors, depuis on a, 4 ans? on, il y a, on a grossi, ça c'est sûr. Notre chiffre Ouais. d'affaires a grossi, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a récupéré de la part de marché ou est-ce que le marché s'est agrandi? En kite, je pense, c'est des marchés qui sont assez compliqués, Mm. que ce soit le kite, le wake, enfin assez compliqué comme tous les marchés. Il y a une concurrence déjà, il y a une grosse concurrence en France et sur le web, même par le marché européen. Parce que maintenant, avec les frais de transport, on peut acheter en Allemagne, on peut acheter en Angleterre. Donc on a vraiment une concurrence européenne. Est-ce que le marché s'est agrandi? C'est plus au niveau des distributeurs qu'il faut demander ça. Et non, il n'y a pas il y a pas une explosion du marché. Il y a plus de pratiquants. Oui, j'ai l'impression quand Les- même que les- c'est les- devenu un sport à la mode. le wakeboard, Ouais. ouais, mais le kitesurf aussi. Mais non, il y a pas une explosion du marché. L'explosion a vraiment eu lieu entre 2010 et 2008 et 2014. Mais là, il y a une stabilisation globale du marché. On en entend plus parler Mm. parce que c'est des sports à la mode. C'est en train de concurrencer ou pas. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais il y a pas mal de groupes d'entrepreneurs qui sont en train de se former autour du kitesurf. Donc c'est des sports oui, à la mode et c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler. Le surf aussi avec le côté un peu style de vie en mode Mm. surf qui commence à faire parler dans tous les magazines, les réseaux sociaux, ça fait un énorme boom. Le marché en tant que tel n'a pas explosé au dire des différents distributeurs. Vous n'avez pas vu une nouvelle boutique spécialisée du coup dans la vente de matériel comme vous émerger? À Paris, non, pas Non, encore. pas encore. À Paris, après, là, il y a plus on sent que le marché est un peu en train de se resserrer autour des grosses enseignes, ce qui est un peu dommage. C'est justement ce qui fait un peu le cœur encore de ces sports-là, c'est vraiment les boutiques de Mm. proximité, au bord de l'eau, tenues vraiment par des passionnés. Ça, on sent qu'il y a certaines boutiques commencent être en difficulté parce qu'il y a une vraie concurrence sur Internet. Et c'est aussi le pari qu'on a fait d'avoir une belle boutique, une grosse boutique pour accueillir potentiellement plus de clients et qu'ils aient plaisir à se déplacer. Donc c'est aussi l'un des partis pris. Et pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps à chercher Mm. cette boutique? Parce qu'on on sentait depuis longtemps que si on avait vraiment une belle boutique, et ben les gens se déplaceraient dans un beau lieu pour acheter de manière agréable, confortable. Et c'est aussi l'objectif de faire revenir les gens en magasin. Même si on essaye de se développer sur Internet, mais le cœur du sujet, c'est vraiment de se développer dans le magasin. D'accord. Et quels sont tes prochains projets?
toi, chez The Corner Shop? Est-ce que tu en as? Est-ce que après, c'est le fait de pouvoir augmenter. On en a toujours. Là, on est à la fin d'un très gros projet, donc c'est déjà transformé, comme je disais tout à l'heure, c'est transformer l'essai de ce projet. Donc on verra après dans 2-3 ans les autres projets. C'est pas une manque de volonté. Là, c'est juste il faut stabiliser ce gros projet parce que on est à l'an zéro de la nouvelle boutique, donc c'est plus transformer l'essai. Donc il n'y a pas de gros projet dans les starting blocks. De finaliser finalement le faire déménagement, vivre, de faire vivre cette boutique. exactement, faire vivre la boutique. Et quels conseils tu pourrais donner à des personnes justement qui sont passionnées de kitesurf et qui rêveraient d'en faire leur métier? Bonne question, parce qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Il y a plusieurs réponses surtout. Il y a le côté devenir moniteur. Donc, ça, c'est le côté je suis au bord de l'eau et je veux devenir moniteur de kite. Donc là, c'est un brevet d'État à passer. Je crois que c'est en 1 an, si je ne me trompe pas. Okay. Et il y a le côté après rentrer dans le cursus comme moi du retail, du commerce. Et donc c'est déjà de passer par tout l'échelon, quoi, la case vendeur, et après en fonction des opportunités possiblement avoir son propre magasin, mais c'est ou alors la troisième possibilité, c'est d'aller côté distributeur. Donc c'est le revendeur, les personnes qui revendent au magasin. Et donc là c'est un milieu qui est un peu plus opaque quand on n'est pas dans le milieu. Donc ça peut être un peu plus compliqué d'y rentrer. Mais voilà les 3 possibilités de travailler dans le monde du kite aujourd'hui. Où est-ce qu'on emmène les gens qui veulent en savoir plus sur The Corner Shop? On les emmène sur le site internet, qui est assez facile à trouver, sur thecornershop.fr. Et après, si bien sûr l'adresse de la boutique. L'adresse, qu'on se situe à Clichy, juste à côté de Paris, au 9 impasse du Mur. Et pour tous ceux qui veulent voir une belle boutique et s'évader un peu du milieu parisien, ils sont les bienvenus. On peut même aller par curiosité, même si on n'est pas fan de wakeboard ou de kitesurf. On peut même y aller par curiosité. Très bien, merci beaucoup Mout en tout cas pour ton temps. Mout, pardon, je t'appelais Mout, mais c'est vrai que c'est ton surnom, parce qu'on se connaît un petit peu. Non, il n'y a pas de problème. Merci Olivier pour ton temps et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, merci pour l'invitation. Un grand merci à Olivier d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez en savoir plus sur The Corner Shop, n'hésitez pas à leur rendre visite au 9 impasse du Mur à Clichy ou sur leur site www.thecornershop.fr. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à m'écrire sur le compte Instagram caféine-du8podcast ou sur Apple Podcast pour suivre les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.